La République démocratique du Congo, vaste pays d'Afrique centrale, s'étend sur plus de 2,3 millions de kilomètres carrés. Sous ses sols, un trésor des minéraux d'une valeur inestimable. Cuivre, cobalt, or, etc. Le pays est au cœur des chaînes d'approvisionnement mondiales. Pourtant, au-delà des chiffres impressionnants, un paradoxe persiste. La richesse de son sous-sol contraste avec la pauvreté des populations locales. Le secteur minier, pilier de l'économie congolaise, contribue à plus de 60% du produit intérieur brut selon la Banque centrale du Congo. En 2023, la RDC s'est imposée comme le deuxième producteur mondial de cuivre avec plus de 2 millions de tonnes extraites. Côté cobalt, le pays reste incontournable, détenant 76% du marché mondial. Mais où vont 6 milliards de dollars générés chaque année? Si on a eu 6 milliards de dollars, admettons, à peu près 6 milliards à décent, et nous parlons de 2022, 2023, que les proportions sont quasiment les mêmes. Qu'est-ce qui a changé dans la vie d'un Congolais lambda? Parce que le Congo a exporté en, je sais pas moi, parce que le Congo est devenu le deuxième producteur de cuivre dans le monde, les premiers producteurs, le marché des cobaltes que nous contrôlons entièrement, sans parler d'autres. Qu'est-ce qui a changé dans la vie des lambda, d'un étudiant congolais? Qu'est-ce que la vie qui a changé? Ou d'un enseignant ou d'un militaire parce que le Congo a exporté? Absolument pas. Absolument pas. On n'a pas de changement. Est-ce qu'on a vu des infrastructures qui ont été financées par des revenus miniers parce que nous avons eu temps? Ça pose la question également, même la qualité des dépenses que nous faisons de ce que nous collectons. Mais je pense que de manière générale, il y a une sorte d'allocation non stratégique de ressources. À qui s'en fout? À 45 km de Kolwezi, cœur minier du Lualaba, le constat est amer. Ici, la production de cuivre et de cobalt prospère. Mais pour les riverains, le quotidien reste marqué par la précarité. Il y a des cités qui sont exploitées, dont les ressources sont en train d'être finies, épuisées, mais il demeure toujours des villages. Là, je pense à Kisanfu, c'est moi qui exploite du cobalt là-bas. Le plus grand gisement du cobalt actuellement, mais Kisanfu demeure toujours en village. Et ça, nous ne devons plus l'accepter. Nous voulons le changement. Quand vous venez exploiter quelque part, qu'on voit réellement qu'il y a eu changement dans la vie, qu'il y a eu impact social auprès des riverains. L'article 285 du Code minier prévoit qu'au moins 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises soit dédié au développement communautaire. Pourtant, sur le terrain, ces fonds peinent à être visibles. On constate une très grande pauvreté dans le périmètre immédiat des entreprises qui font de millions, sinon des milliards. C'est une préoccupation fondamentale puisque les communautés locales, comme on dit, ce sont des sujets de droit, qui ont des devoirs et qui sont reconnus par nos lois sur l'environnement, sur l'agriculture, les lois foncières, les lois de tout genre sur l'industrie. Il faut protéger la population locale.
En 2020, Kamoto Copper Company a versé plus de 35 millions de dollars en redevance. Multipliés par les autres sociétés minières de la région, ces montants pourraient transformer le visage des communautés. Pourtant, écoles en ruine et centres de santé sous-équipés persistent. Le projet du corridor des Lobito, long de 1344 km, suscite des espoirs. Reliant la RDC à l'océan Atlantique via la Zambie et l'Angola, il promet de réduire les délais d'exportation et de stimuler l'économie régionale. Mais encore faut-il que ces investissements profitent aussi aux Congolais. On a signalé au gouvernement et au secteur privé que nous sommes prêts avec nos partenaires dans le G7 pour financer les corridors qui vont donner la connectivité désirée, c'est-à-dire qui va aider avec le transport, mais aussi qui va aider la croissance économique autour des corridors. Donc, c'est pour le gouvernement et pour le secteur privé de s'organiser, de présenter les projets qui sont prêts pour le financement. Le cobalt congolais est au cœur de la transition énergétique mondiale. En 2023, 73% de la demande mondiale de cobalt était liée à la fabrication des batteries pour des véhicules électriques et équipements électroniques. Pourtant, sur place, la main-d'œuvre qualifiée manque et les emplois qualifiés échappent, souvent congolais. Les minerais critiques pour la transition énergétique globale, minerais dont regorge la RDC, représentent une opportunité énorme pour ce pays. Ça représente une opportunité en termes de création d'emplois, en termes de transformation de valeur ajoutée. Ça représente une opportunité que le Congo devrait saisir pour éradiquer la pauvreté. Mais il se fait que le déficit d'infrastructures empêche la réalisation de cette opportunité. Il faut des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires pour pouvoir créer la chaîne logistique nécessaire à l'exportation, mais aussi au service de l'économie nationale. Mais il faudrait aussi penser à des infrastructures intangibles, comme l'énergie, comme les compétences numériques, les compétences techniques et technologiques qui permettent, n'est-ce pas, à la population de saisir cette opportunité, d'avoir un emploi productif, n'est-ce pas? Et il s'agit aussi des réformes du climat d'investissement, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'infrastructures physiques, mais des régulations et des réformes qui permettent à cette infrastructure d'être productive et de donner le meilleur aux entreprises. L'enjeu est colossal, transformer la malédiction des ressources en bénédiction pour tous. Corruption, détournement, déficit d'infrastructures, les défis sont nombreux. Mais les opportunités les sont tout autant. La question est combien de temps encore les communautés devront-elles attendre pour goûter aux fruits de cette richesse? La République démocratique du Congo est assise sur une mine d'or, mais pour sa population, les trésors semblent encore hors des portées.